Chapitre 5. Les années tendres. Lier les vents qui se déchaînent et conjurer les mauvais sorts. Déjouer toutes les tempêtes. Cécile me parle comme on parle à une amie. Ces mots viennent à la queue leu, ils se bousculent presque d'impatience et se répandent comme une pluie de sucre sur une friandise. Lorsqu'elle parle, la psychologue a l'air de mâchouiller ses mots avant de consentir à les donner. Et pour être sûre de ne rien perdre, elle a un petit geste de la langue sur les lèvres qui parle le plaisir de dire et de déclarer. Une coquetterie qui fait que les paroles qui s'installent entre elle et son interlocuteur sont un lien authentique. Souvent, c'est dans la petite enfance que se jouent les pièces maîtresses du grand échiquier de la vie. Je suis depuis quelque temps à Shellshire, comme une voisine de Fort-de-France. Une fois l'agitation de l'emménagement passée, est venue pour mai la banalité du quotidien. Chaque matin, avant de regagner le collège où elle enseigne, elle me dépose comme un paquet trop lourd au milieu de la marmaille en pleurs d'une petite école privée et elle tourne les talons sans un remords. J'avais en horreur d'être ainsi abandonnée à mon sort. Si on voulait me punir, on n'aurait pas mieux trouvé. L'abandon à répétition. Et mon drame se rejouait chaque fois à l'identique sans que je puisse dire un seul mot de protestation. Même décor, même distribution, même action. Odeur envahissante, contraignante d'un désinfectant à la menthe et jardin d'enfants multicolores. Je ne joue pas souvent avec les autres. Je n'aime pas les balançoires. Ne touche ni à la peinture, ni au crayon de couleur. Et la grande armoire où s'entassent les trésors de la maîtresse, je la regarde avec indifférence. Je pleure quand on chante. Je me fige quand on s'agite. Je n'aime ni les hauts feux des pompiers accusateurs, ni les facteurs qui se cassent toujours le bout du nez. Et je triture mes sandalettes à contre-courant des belles manières. C'est que j'ai encore peur de mon histoire. Amour secret, pacotille de trésors pour Rosita, séance de vaccination, grosse fièvre, corps douloureux et cadeau surprise avec Mai. Jusqu'à 6 ans, j'ai trituré la tétine du biberon en verre aux graduations orange. Mais la seule odeur que je parvenais à y retrouver, c'était l'odeur de l'abandon. Alors, comme pour apprivoiser mes peurs, j'avais pris l'habitude de les convoquer. J'en ai appris toutes les nuances, frayeur, terreur et épouvante. Je prenais tant de soin à cette entreprise qu'on aurait pu croire que j'aimais avoir peur. Avoir peur d'être aimé et aimer avoir peur sont les deux faces d'une même pièce. La peur d'être abandonné fait qu'on refuse tout ce qui s'apparente à une manifestation d'amour et de ce contrôle de soi-même qui s'opère vient un certain plaisir. Ne pas céder, puisqu'on est persuadé que ce qui est donné n'est pas authentique. Ne rien accepter, puisque de toutes les manières, on pense qu'on n'y a pas droit. De fuite en renoncement, l'isolement augmente alors la peur et le sentiment d'abandon. Ce qui est certain, c'est que la maison de Mai était un antre où se cachaient bien des monstres. Mes nuits étaient hantées par de nombreux cauchemars. Quelquefois même, c'était ma nouvelle maman, elle-même, qui les provoquait sans le savoir. Pour voir la surprise dans mes yeux d'enfant, elle avait, une veille de Noël, pris soin de poser une immense poupée au pied de mon lit, une poupée allemande de près d'1 mètre. 1 mètre de poupée, c'était sa façon à elle de me dire qu'elle m'aimait d'un amour incommensurable. C'est qu'elle ne savait rien des peurs que me causait la tombée de la nuit, avec son défilé de figures abominables. Quelquefois, pour échapper à la nuit noire, j'allais me réfugier dans la baignoire du cabinet de toilette, un tantinet plus éclairé qui séparait nos deux chambres. Mais Mai n'en savait rien. Peut-être, même dans sa logique de grande personne, m'aurait-elle interdit ce stratagème si elle l'avait découvert. Quelle idée de quitter un lit moelleux pour atterrir dans une baignoire inconfortable. Réveillé par un mauvais rêve pendant la nuit, l'ombre de la poupée avait été terrifiante. Aussi m'étais-je recroquevillé sous mes draps sans oser un seul mouvement
tant j'étais terrifié. Lier les vents qui se déchaînent et conjurer les mauvais sorts, déjouer toutes les tempêtes. Fil le tram, fil de chaîne, les jours s'écoulent, les époques se succèdent. Ce fut très vite la grande école, une école élémentaire qui venait de pousser dans notre quartier. Léonie m'y emmenait chaque matin à pied. Ah, la grande école! Septembre et l'aubaine des trousseaux de rentrée. Une marmaille s'enivre de l'odeur des plastiques neufs de leur protège-cahiers et des parents égrènent comme des prières à la divinité du savoir la longue liste des livres. C'est qu'ils croient encore à l'illusion d'une promotion sociale qui s'acquiert à grand renfort de conjugaison et de multiplication. Mais pour moi, c'était un jour vraiment maudit que le jour de la rentrée solennelle. Il semblait que ce jour-là, toute la raideur académique de la communauté scolaire voulait se donner de l'importance. Et c'était bien malgré moi que j'étais incluse dans la cérémonie. Un petit monde bruissait d'impatience sous un soleil de plomb, sans oser se plaindre. D'un côté, c'étaient les enseignants. Il y en avait pour tous les goûts, des vieilles filles ratatinées et des messieurs élégants avec des cartables assortis à leurs chaussures. De belles maîtresses à cheveux longs, ongles vernis et talons hauts, des maîtres athlétiques qui se mêlaient au jeu pendant les cours de gymnastique. Des maîtres athlétiques, pas seulement. Je me souviens surtout d'une maîtresse de gymnastique, courte sur pattes, avec un ventre comme une montgolfière. Une maîtresse de gymnastique aux joues rougies par le tafia. Très étonnant pour qui se fait l'apôtre des performances sportives. Elle nous venait de sa Bretagne natale avec des aspirations de sergent-major. Comme elle n'avait pas grand contrôle sur sa propre vie, elle n'avait que l'école pour exercer ce qu'elle croyait être un pouvoir. Gesticuler et crier tel un roquet hystérique, c'était sa seule façon d'exister. N'étant capable d'aucun autre exploit, elle ne vivait qu'à travers ses élèves, ceux qui avaient été par elle élus, bien entendu. Elle les tyrannisait jusqu'à ce qu'ils rapportent médailles et coupes à l'occasion des championnats. C'était la manière que notre roquet avait d'administrer le monde, juger, trier et classer. Elle opérait ainsi une sélection du nec plus ultra de l'humanité, toujours rechercher les meilleurs, ceux par lesquels sa propre grisaille pourrait s'illuminer quelques instants. En dehors des 3 champions qui montaient sur le podium, tous les autres étaient indignes de son attention. Pour ceux-là, ce n'était que cris, moqueries et blâmes. Un arsenal redoutable qui finissait immanquablement par les convaincre qu'il leur fallait renoncer à la moindre activité sportive. Plus à plaindre qu'à craindre, certaines personnes ne méritent pas qu'on s'attarde tant elles sont insignifiantes. Il y avait aussi Angéline Grasse, notre infirmière. C'était une dame qui, selon ce qui se disait, savait accueillir les douleurs secrètes des enfants. Ce qui m'avait frappé lorsque je l'observais, c'était sa posture volontaire, son corps tout entier allant au-devant des autres, maternel dans son regard, maternel dans ses paroles, maternel jusqu'à la pointe de ses seins et appelant les confidences. Pour moi, notre infirmière était sans aucun doute notre star, notre Marilyn Monroe antillaise. Il ne lui manquait peut-être que de se tenir au-dessus d'un soupirail pour faire flotter ses jolies robes. Et j'étais bien décidé, dès cette rentrée-là, à aller souvent lui raconter mes misères. L'infirmière de mon école était l'exact contraire de la maîtresse de gymnastique. De l'autre côté de la cour, à bonne distance de l'équipe pédagogique, il y avait la masse bigarrée des enfants et des parents. On attendait toujours une éternité que le directeur fasse son entrée. Lorsqu'il apparaissait enfin, la foule se taisait instantanément et on avait droit à un discours de circonstance. C'étaient toujours des exposés dont l'éloquence téléguidait les consciences. Il rappelait à chacun ses droits et ses devoirs au sein de l'institution scolaire. Les acrobaties de la grammaire française ont toujours un effet hallucinatoire sur ceux qui n'en ont pas la pleine maîtrise. Puis le directeur répartissait les élèves dans leur classe en lisant une longue liste de patronymes.
Pendant sa lecture, les maîtresses couraient dans tous les sens pour rattraper les plus petits. Elles étaient comme des poules folles à la recherche de leur couvée. Toujours, elles tentaient d'apaiser le maternel avec des voix d'aérodrome et des poignées de bonbons. Mais elles ne parvenaient qu'à les disperser aux quatre coins de la cour. Puis, leurs allées et venues avaient le don de déchaîner le directeur, petit homme bedonnant, en complet cravate, qui s'agitait et suait à grosses gouttes en dépit de l'ombre des trois amandiers. Lorsque les groupes étaient formés, les enseignants regagnaient leur salle de classe avec leurs élèves sous l'œil intéressé des parents. Une poignée de commères, désœuvrés, en bigoudis et savates, qui restaient devant les grilles à s'éterniser. Lier les vents de la tempête pour écarter les coups du sort. Avec les poisons, on nous livre quelquefois aussi les alexitaires. En plus de ma passion pour les mots des dictionnaires, il m'est venu un goût prononcé pour la lecture. Cette fascination pour les livres s'est poursuivie longtemps après l'école élémentaire. Je n'étais pas une enfant modèle, loin de là. Je comprenais vite, m'exprimais à la perfection. Mais ce qui désespérait les maîtres et les maîtresses, c'est que j'achevais toutes mes tâches au pas de course et puis, quand je n'avais plus rien à me mettre sous la dent, je me mettais en quête de toutes sortes de facéties. Tenter de glisser tout mon corps dans mon casier, faire des bruits avec ma bouche ou mes crayons, donner de mauvaises réponses à mes camarades pour provoquer les rires de toute la classe. Et mes cahiers étaient toujours sales et écornés. Pour moi, les pleins et les déliés n'étaient pas une sinécure. La plume déchirait le papier comme un corps qu'on martyrise. L'encre s'agglutinait en grosses taches violettes sur mes pages. C'était, pour mes institutrices, le summum de toutes les aberrations. J'étais une malpropre. Je ne savais pas me tenir. J'étais un brise-fer. Je cassais toujours tout dans l'œuf. Et je disparaissais systématiquement tout ce qu'on me donnait, tout ce qu'on me confiait. D'ailleurs, je ne saurais jamais ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Ma seule entreprise serait toujours la destruction. Je cassais toujours le bien depuis l'intention du bien même. Aujourd'hui, on met un nom sur ce genre de comportement, mais ce n'était pas le cas lorsque j'étais enfant. Une de mes maîtresses conseilla néanmoins de me faire voir par un spécialiste. Ça fut fait. On me soumit à de nombreux tests. Ma deuxième maman mettait un point d'honneur à tout faire pour me maintenir en bonne santé. Cependant, lorsqu'on lui expliqua que je n'étais pas malade, elle en conclut que mes débordements ne pouvaient être contenus que par une sévère répression. Je reçus donc au retour du diagnostic du psychologue une volée de bois vert mémorable. Mais avait pour m'enlever mes petites folies la complicité d'un cerisier qui ne produisait aucun fruit, mais dont les branches n'attendaient que d'être transformées en fouet. En ce temps-là, parents et enseignants s'autorisaient les punitions corporelles pour corriger les comportements jugés inacceptables. Aimé en usa souvent. Elle annonçait toujours le prix de la sentence, mais la crainte me faisait retarder le moment de son application. Alors le nombre de coups augmentait en proportion de ma flemme. Comme May était une femme de parole, elle comptait à haute voix le nombre de coups, ce qui rendait la punition bien plus redoutable. Quelquefois, mon silence, qui avait le don de l'agacer, me valait quelques coups supplémentaires. Mais, plus que les coups, c'étaient les longs jours où May me refusait son attention qui me causaient le plus de douleur. Aucun regard, pas la moindre remarque. Elle prenait à la lettre l'ordre qu'elle m'avait intimé après la punition. Disparaissez. Je n'étais pas toujours une enfant turbulente. À certains moments, je pouvais demeurer longtemps sans rien dire, perdu dans mes pensées. Mais plus souvent que rarement, j'étais une véritable furie dont May se faisait un devoir de canaliser l'énergie. J'avais remarqué que mes bêtises avaient le mérite d'attirer l'attention de ma maman. Alors je multipliais les bêtises.
C'était comme un petit fonds de commerce qui me permettait déjà à cet âge d'être vu et entendu. J'éprouvais un grand soulagement après chaque correction administrée. C'était comme un petit médicament que l'on apportait à mon anxiété. Il faut dire que mes réussites n'intéressaient pas beaucoup ma seconde maman. J'avais remarqué que sa fille adoptive, qui n'était douée ni pour la lecture, ni pour l'écriture, ni même pour le calcul, bénéficiait souvent d'une aide que je pensais être un privilège. J'en étais donc arrivé à glisser des erreurs dans mes devoirs. Fabriquer des fautes cohérentes, c'était toute une aventure, un art. De belles fautes qui attirent l'attention, mais que personne ne pourrait m'accuser d'avoir commises volontairement. L'art et la manière de tromper le monde, c'était ça aussi, mon petit côté diablesse. Puisque j'avais la considération de mes lorsque j'étais malade, je provoquais mes maladies. Mais pour mon malheur, j'étais une enfant à la santé solide. Jamais de grippe, pas la moindre fièvre. Quand mes amis étaient cloués au lit pour une varicelle ou une rougeole, moi je sautais partout à mon grand désespoir comme un cabri. Un jour, pour réussir à tomber malade, je m'étais douché, tout habillé, et j'avais passé une après-midi entière couché sur le carreau froid de ma chambre à espérer qu'une fièvre se déclare. Rien de tel n'arriva. Une autre fois, je prétendis ne plus savoir marcher, mais décida de me prendre à mon propre piège. 2 amis me servirent de chaise à porteur pendant toute une matinée, mais le naturel revenant au galop, je fus surprise à gambader. Le regard de May sur ma supercherie fut terrible. Je compris parfaitement le message qui m'avait été adressé, mais cela ne suffit pas à me décourager. Je cherchais d'autres stratagèmes pour attirer sur moi une de ces bienveillances. Ayant acquis un haut degré dans l'art de produire des bêtises, je ne pouvais m'arrêter et les bêtises grandissaient avec moi. Elles entraient dans la composition de mon sang. Elles étaient ma définition même. Très tôt, je fus donc la 5e roue du carrosse, la charrue avant les bœufs, la pilule difficile à avaler. Et la certitude qu'on ne pouvait pas m'aimer devenait pour moi de plus en plus ferme. On me donnait seulement une chance. On me faisait une faveur. C'était ça mon destin. Quoi que je fasse ou que je dise, ce serait toujours inconvenant. Quelques points sautés sur mon permis d'aimer. Je n'avais de cesse de chercher l'essence des choses, mais je ne respirais que l'abandon, entrelaçage de douleurs comme des lâchers de ballons rouges dans un ciel en colère. C'est de là qu'est venue ma mauvaise réputation. Un jour, je suivrais les ballons rouges comme des traces de sang. Ils m'attiraient de plus en plus fortement. Couper la branche de mon arbre imaginaire. Ma première maman envolée, c'était la place nette pour toutes sortes d'incohérences. La seconde occupée ailleurs, tout pouvait m'arriver, et ce, à tout moment. Très rarement le meilleur, et bien souvent le pire. Toujours perdre sans en avoir l'air. Rire au dehors, pleurer au dedans. C'était le point de départ de bien des malentendus. Alors, en grandissant, malgré les sollicitations de mes amis, j'optais souvent pour un bon livre. Je perdais mes yeux à déchiffrer des centaines de pages dans la demi-clarté d'une veilleuse. Et je passais aussi des heures à regarder les bizarreries de la nature. Je construisais des mondes avec de petits riens. De gros nuages se transformaient en monstres délirants. Des feuilles sèches devenaient des trésors et des cailloux se métamorphosaient en reliques. Après l'abandon, s'annonça donc la solitude. La solitude? Pas tout à fait. Dans notre maison de Saint-Georges, où se distribuaient les aigreurs comme des premiers prix à la fin d'une année scolaire, il y avait Manléonie, ma grand-mère. Grandir aux côtés de Manléonie a été pour moi un délice. Tout au long de notre vie, nous rencontrons des personnes qui transforment celle-ci durablement. Ma grand-mère, la mère de May, était de celle-là. Au beau milieu du chaos de mon enfance, elle-même prise avec ses propres contradictions, Manléonie a été pour moi comme une encre. Manléonie riait souvent. Elle riait d'un rire indicible, inimitable. Son rire, on ne pouvait pas ne pas l'entendre. Il disait à la face du monde: pensez de moi ce que vous voulez, moi,
je ris. Je ris d'un rire franc qui éclate dans le silence et répand la joie autour de moi. Léonie était la joie en personne. Je me souviens, j'avais 10 ans, que quelquefois, elle allait dans la petite rue piétonne qui longeait notre chez nous et regardait avec admiration un énorme poirier où piaillaient des centaines de merles. Elle se mettait sur la pointe des pieds et fixait le gros arbre. Pendant une éternité, elle observait le vol des oiseaux autour du poirier. Et puis elle éclatait de rire. De temps en temps, elle leur posait des questions. Léonie parlait aux oiseaux. Léonie parlait aux anolis aussi. Elle parlait aux feuilles qui s'envolent, aux fleurs quand elles éclosent. Elle parlait à la nature entière des choses, faune et flore. C'est Dieu lui-même que Léonie interrogeait à travers sa création. Que demandait-elle d'important? Je ne le savais pas vraiment. Ce que je constatais du haut de mes 10 ans, c'est que ma grand-mère était en lien avec le monde entier des choses, et ses grands éclats de rire disaient que parler au bon Dieu la rendait très heureuse, et je m'en réjouissais. Néanmoins, lorsque les conversations de Léonie s'éternisaient, je la prenais par la main et doucement, je la ramenais à la maison. Je ne voulais pas que les voisins intrigués jettent sur ma grand-mère aucun regard moqueur. Il ne fallait surtout pas que des paroles déplacées lui révèlent sa différence. Elle me suivait alors gentiment en chantant des chansons de l'ancien temps, des mélodies que j'avais fini par apprendre et que nous fredonnions en les entrecoupant de grands éclats de rire. Moment magique d'amour et de bienveillance, s'il en est, entre ma grand-mère et moi. Léonie m'a appris à voir les autres au-delà de ce qui peut paraître étrange. S'il est bien une caractéristique propre à l'humain, c'est celle d'échapper à toutes les tentatives de définition. Oser être soi-même, c'est toujours se trouver bien au-delà de ce qu'on attend de vous. C'est accepter sa singularité. Beaucoup encore croient qu'il faut aller dans le sens du grand nombre pour exister. En réalité, ces gens-là font seulement partie d'une cohorte d'incolores, d'inodores et d'insipides qui ne saura jamais qui ils sont vraiment. Ne pas rester à la surface de soi-même n'est pas donné à tout le monde. Souvent, c'est après les accidents de la vie que nous naissons à nous-mêmes. Confrontés à la rugosité de l'existence, nous devons trouver des compromis. Chercher tout au fond de nous des trésors d'inventivité. Cécile acquiesce. Elle est souvent confrontée à ce genre de comportement. La plupart de ses patients cherchent à devenir ce qu'ils sont et doivent faire pour y parvenir l'expérience de toutes les versions d'eux-mêmes. Ils arrivent dans son cabinet lorsque la vie les y a obligés en les plaçant devant leurs contradictions. Ils sont sommés de rechercher pour eux-mêmes des manières de survivre. C'est dans les grands désastres qui nous arrivent que nous trouvons la force de vivre. Lorsque nous tombons nez à nez avec les réalités doubles, celles qui nous demandent des choix impossibles, les doubleries du monde que l'on n'a ni souhaité, ni accepté, mais avec lesquelles on est obligé de compter. C'est à ces moments-là que nous déployons toutes sortes de stratégies pour ne pas nous éteindre. C'est à ces moments-là que ce que nous sommes se révèle vraiment. Fragiles et précieux sont les êtres humains. Et la vie est une belle rouée, assurément. Cécile me voit, Cécile m'entend. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Et comme pour sceller notre accord, nous décroisons de concert les jambes. Les femmes en vis-à-vis parlent, les femmes en vis-à-vis disent, les femmes en vis-à-vis correspondent. Lorsque Léonie est entrée dans ma vie, elle avait déjà la peau plissée et le regard mystérieux qu'ont tous les vieux. Du matin au soir, Léonie lavait, Léonie pliait et repassait tout le linge de maison, les essuie-mains et les torchons. Elle cousait de délicates attaches pour les accrocher au mur. Elle raccommodait les petits trous et les grands accrocs. Léonie s'activait à toutes sortes de menus ouvrages qui semblaient futiles, mais qui se sont révélés, après qu'elle nous a quittés, des tâches essentielles.
Tout essentiel aussi, ces luttes de chaque jour avec un vent malin qui s'amusait à faire tournoyer les feuilles qu'elle venait de rassembler et à les disperser. Léonie jouait patiemment avec le vent, balayant sans fin les feuilles du gros merisier qui veillait sur notre maison. Et elle riait aux éclats chaque fois que le vent recommençait son manège. Léonie riait toujours. Jamais aucun désespoir, jamais aucun énervement ne la saisissait. Et elle finissait toujours par vaincre le vent. Elle finissait par avoir gain de cause pour toutes les tracasseries auxquelles elle était confrontée. Ces petites habitudes étaient pour elle de véritables règles de vie. Souvent, l'essentiel se trouve dans les petites choses, répétait-elle. Ne jamais renoncer, recommencer avec application et rire de l'agressivité du monde, ne jamais se laisser gagner par elle, se faire délicatesse et douceur, même dans les mots qu'on emploie pour désigner les choses, comme si les choses pouvaient nous renvoyer leur désapprobation. Nous avions, Léonie et moi, l'habitude de nous retrouver sous une grosse horloge en bois au carillon extravagant. C'était une Westminster au son bien reconnaissable. Il est 6 heures, annonçait chaque fois Léonie. Puis, elle entonnait sa chanson préférée. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est le mot de ma foi. Plus près de toi dans le jour de l'épreuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse soleil, Léonie chantait ses couplets. Des couplets qui rythmaient la fin de mes journées. Il signifiait que le moment tant attendu du conte était arrivé. Après sa chanson, Léonie, comme bien des grands-mères, me racontait de belles histoires. Des histoires du temps passé, contes ou récits véridiques. Combien de versions de Compère Lapin, jouant des tours à Compère Tigre, Léonie ne m'avait-elle pas raconté? Un des talents de ma grand-mère était d'inventer ou de détourner des contes pour me montrer ce qu'est la vie. C'est ainsi que, sans crier gare, elle me conta une vie plus vraie que vraie. C'était l'histoire d'un loup qui l'avait dévorée tout entière. L'affreuse bête l'avait mangée d'un seul coup, si bien qu'il ne restait d'elle que son rire sonore et son goût pour les choses qui semblent futiles, qui semblent inutiles. De l'histoire de Pierre et le loup, nous avions glissé dans la vie de Léonie. Une histoire surprenante. C'était une nuit où elle avait lutté bec et ongle contre un loup. Je ne savais pas encore clairement toute la réalité de ce que Léonie me confiait. Je savais seulement que cela avait été terrible pour elle. Même le soleil de la fin de la journée n'avait pas manqué de nous offrir ce soir-là tout le rouge et tout l'or dont il était capable pour m'encourager la conteuse, souligner le caractère exceptionnel et précieux de ses confidences. Le carillon de la Westminster lui-même avait accompagné les mots de Léonie. Tout ce qui nous entourait semblait attentif aux mots de ma grand-mère. Et ce n'était pas une affaire banale. Je compris que le loup avec lequel Léonie avait lutté toute une nuit était le père de Mai. Ce soir-là, dans ma tête d'enfant, le monde s'était mis à tourner à contresens. Je ne dis pas que la vie s'était arrêtée. Combien de fois aurait-elle dû s'arrêter pour accueillir les catastrophes qui arrivaient aux petites filles de 10 ans? Mais elle s'était accroupie, la vie, le temps de reprendre son souffle. Après, elle repartirait dans ses jeux comme avant, c'était sûr. C'est donc à demi-mot, par le biais d'un conte, que Léonie me révéla le drame de son existence, le secret de la naissance de ma deuxième maman. Je compris dès lors pourquoi le portrait de mon grand-père gisait dans un cagibi sombre et sale, froissé par des mains rageuses. Je compris pourquoi la vitre de son cadre avait été réduite en fine poussière, mais je pris également conscience du lien spécial qui unissait Léonie à sa fille. Elle gardait dans un coin de sa mémoire la nuit où avec violence son malheur s'était imposé à elle. Jamais elle ne s'était mariée, le père de son enfant ayant préféré convoler en juste noces avec la femme que ses parents lui avaient désignée. Sa fille était assurément pour elle la source même de son bonheur.
mais dans les yeux de son enfant, elle ne pouvait pas ne pas voir l'ombre de son déshonneur. Lorsque des années plus tard, j'ai demandé à ma seconde maman pourquoi c'était à moi que Léonie s'était confiée, elle m'a avoué qu'elle-même n'avait pas eu la force de l'entendre et que c'était pour ma grand-mère une manière de survie que de me confier ce lot secret. Avait-on pensé qu'en se libérant, ma grand-mère m'avait fait entrer dans une manière de prison, une prison que je ne devais pas quitter sans l'aide des mots que j'avais accumulés comme des milliers de clés pour de formidables libérations. Combien de temps n'ai-je pas su parler de tout ce qui me préoccupait? Combien de temps l'histoire des miens a-t-elle tourné dans ma conscience sans trouver de résolution? C'est ainsi que je sentis le poids du monde peser lourd sur mes épaules, et à cela se rajoutait encore l'incompréhension de tous ceux qui posaient sur moi le regard étonné.